Ah, les majorettes, les Hot Wheels. Quelle aventure j'ai vécu avec ça. J'avais gagné le Monte Carlo, le Grand Prix du Japon, et même les 24 heures du Mans. Bon, me regardez pas comme ça, on a tous été petits. Eh oui, la pop culture, elle a toujours influencé le monde, quel que soit le domaine. Et elle nous influencera toujours. Et ça vaut aussi pour l'automobile. Mes chers amis, c'est l'heure d'une histoire à 4 roues. Que ça soit sur votre film, votre jeu vidéo, votre magazine ou votre bande dessinée préférée, ou même pendant votre rallye régional, il y aura toujours une voiture qui se démarquera parmi les autres, qui fera chavirer votre cœur de passionné. Que ça soit son design, sa mécanique, son bruit, son caractère, voire même un ensemble de tous ces critères, elle vous fera frissonner, vibrer. C'est enivrant. Vous ne vous êtes jamais senti aussi vivant de votre vie. Et c'est là que je vais vous parler du premier coup de cœur que j'ai eu en 1997. Oui, je sais, ça ne vous rajeunit pas. Au début, ma passion pour les voitures ne s'est limitée qu'à certains jeux, jusqu'à ce que je découvre ceci. Dans un disque de démo fourni avec la PlayStation de mon grand frère se trouvait une démo qui s'appelle Gran Turismo. Parmi les voitures qu'on pouvait utiliser dans ce jeu, il y avait la Subaru Impreza WRX STI de 1996. Le bruit de la voiture était tellement réaliste pour l'époque que j'en étais hypnotisé. Puis j'ai découvert plus tard que Subaru était célèbre dans le monde du rallye grâce à des pilotes comme Colin McRae, Richard Burns, Peter Solberg et Tommy McKinnon pour ne citer que. Ce que je trouve fabuleux, c'est que ces Subaru du championnat du monde des rallyes partagent beaucoup de points communs avec leurs homologues routières, contrairement aux autres modèles. D'ailleurs, le fait que Subaru ait gagné au championnat du monde 1997 a permis à Subaru de sortir une gamme spécifique de leur Impreza, l'Impreza 22B STI version, limitée à 400 exemplaires. Depuis ce jour, Subaru est le noyau de cette passion qui me fait autant vibrer. Mais rassurez-vous, j'ai quand même eu d'autres coups de cœur. Notamment de chez notre Lionne National, qui a sorti son bébé en 1999. Ouais, elle a rendu plus d'un franc-comtois fier de cette voiture. Après l'arrêt du groupe B en 1986, avec sa 205 Turbo 16, Peugeot fait son grand retour dans le championnat du monde des rallyes en 1999 avec deux présences anecdotiques en Corse et en Finlande avec sa nouvelle Peugeot 206 WRC. Elle a remporté 25 victoires dans le championnat du monde des rallyes, 3 titres constructeurs en 2000, 2001 et 2002, et 2 titres pilotes avec Marcus Gronholm en 2000 et 2002. En 2003, Peugeot terminera 15 points derrière Citroën, puis est remplacé en 2004 par la Peugeot 307 WRC, bien moins performante, qui fera la saison 2004 et 2005, dernière année avant le retrait officiel de la marque. Ce qui est comme impressionnant, c'est qu'on part d'une voiture lambda, qu'on voit tous les jours, à une voiture qui fasse 280 chevaux et qui sont 4 roues motrices pour affronter les rallyes mondiaux. Et en partant de la même base. C'est quand même impressionnant. Et bien sûr, qui dit PSA dit Citroën. Citroën engagea sa Xara à partir de 2001 dans quelques rallyes mondiaux avant de faire une saison complète en 2003, où la marque célébrera son premier titre constructeur grâce au duo Sébastien Loeb et Daniel Elena. Et c'est à partir de 2004 qu'ils seront sacrés champions du monde jusqu'à la saison 2012 où l'équipage annoncera son retrait. Quant à la Xara, elle courra officiellement jusqu'à la fin de la saison 2005 où elle sera remplacée en 2007 par la C4 WRC. Pendant la saison 2006, la Xara courra sous les couleurs d'une équipe privée. Après ça, j'ai découvert une autre discipline tout aussi fabuleuse grâce à un héros d'une bande dessinée qui est aussi apparu sur le grand écran. Je parle du Michel Vaillant, bien sûr. Depuis sa première apparition sur les planches de bande dessinée en 1957, Michel Vaillant n'a cessé de faire rêver des passionnés et des pilotes via les différentes compétitions auxquelles notre héros participe. Pour ma part, c'est grâce à lui que j'ai découvert les 24 heures du Mans, via le tome Pour David inspiré du film de Luc Besson. J'ai pu en connaître un peu plus grâce au magazine Trajectoire qui avait fait une rubrique dédiée à l'écurie Pescarolo qui roulait avec sa Courage motorisée avec un bloc Peugeot pour les 24 heures du Mans 2001.
Et j'apprends à peu près au même moment que Peugeot veut renouer avec les 24 heures du Mans en engageant officiellement sa 908. Et oui, la Lionne avait encore frappé un grand coup en concevant un nouveau lionceau pour se battre dans la catégorie reine des 24 heures du Mans. 2007 voit le grand retour de Peugeot avec sa nouvelle 908 qui fait honneur à sa devancière la 905 qui courait de 1990 à 1992 dans la catégorie groupe C du championnat du monde des voitures de sport et aux 24 heures du Mans. Avec l'arrivée de l'Audi R10 TDI en 2006 avec son bloc diesel, Peugeot utilisera le même carburant pour ses prototypes LMP1. Ces mêmes prototypes qui d'ailleurs ne tarderont pas à faire de l'ombre à la marque aux anneaux. En me penchant un peu plus sur ces voitures qui roulent sur ces 24 heures, je commençais à beaucoup m'intéresser et à apprécier la catégorie GT1, notamment les Corvette C6R et les Aston Martin DBR9 qui se battaient pour la gagne de la catégorie à l'époque. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sachant que j'ai déjà fait un épisode à ce sujet. Épisode que je vous invite d'ailleurs à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. À ce propos, je vais vous parler de ce qui m'a fait découvrir et aimer ces fameuses GT. Entre les affiches, les photos et les miniatures que mes oncles ont rapportées des circuits du Mans, de Manicourt, de Dijon-Prenois, des différentes courses que j'ai pu voir sur leur télévision, personnellement je trouvais ça bien plus classe que la Formule 1. Le summum, c'est quand on m'avait offert GTR et plus tard GTR2. C'était juste un plaisir incommensurable de pouvoir tester la Viper GTSR, la Corvette C5 et plus tard avec les mods l'Aston Martin DBR9. J'étais tout bonnement devenu accro au GT1. A cette époque, on n'avait pas 10 000 titres de jeux de type Sim Racing. On avait juste GTR2 et R-Factor avec lesquels on pouvait jouir d'une communauté si énorme avec les différents modes qu'on pouvait en avoir pour tous les goûts. Je vous laisse d'ailleurs imaginer le plaisir que c'était quand j'ai eu mon G27 en 2015, quand j'ai pu faire mes premiers talons-pointe. Mais c'était sans compter sur ma période street racing avec les animés, films et jeux vidéo qui vont avec. Taxi, Fast and Furious, Initial D, Need for Speed, ça vous dit forcément quelque chose. C'était la solution la plus facile pour faire aimer les voitures au grand public. Avec ces voitures scintillantes, brillant de mille feux, faisant du bruit, allant super vite. C'était facile de faire intéresser tout le monde à ces voitures-là. Il n'y avait pas de sujet technique, il n'y avait pas de trucs trop compliqués, c'était facile à suivre. C'est d'ailleurs grâce à tout ça que j'ai réussi à faire connaissance avec la Nissan Skyline GTR, une voiture vraiment fabuleuse qui a une sacrée histoire derrière elle. Peut-être que je vous raconterai ça dans une autre histoire. Avec notamment la Nismo Z-Tune, la Nismo 400R qui sont juste des monstres fabriqués par Nissan Motorsport. Jusqu'à ce que je finisse par découvrir la version course de cette Skyline GTR. Et puis, je suis tombé dans la marmite du Super GT japonais. Le Super GT est un curieux mélange entre les voitures qui sont exclusives au Japon et les voitures qu'on trouve un peu partout dans le monde. Par exemple le GT 500 qui est réservé exclusivement aux marques japonaises, avec Toyota, Nissan et Honda. Cette catégorie de GT se démarque par rapport aux autres qu'on peut voir dans le monde, notamment au niveau de leur carrosserie qui les rend tout à fait uniques et très extravagantes. Dans l'autre catégorie qui s'intitule GT300, il se trouve qu'on a un curieux mélange entre des GT conçus exclusivement pour la catégorie par des marques japonaises ou des préparateurs indépendants, et des voitures plus connues de la catégorie GT3 issues des différents championnats mondiaux utilisant cette catégorie. Par exemple la Lamborghini Huracan GT3, la Mercedes AMG GT3, etc. etc. La voiture qui m'a le plus marqué dans la catégorie GT500, c'était la Honda NSX qui a couru de 2005 à 2009. Avec son kit carrosserie extra large qui la rend démoniaque et son moteur qui serait capable de réveiller tout un cimetière, il y avait de quoi frissonner rien qu'en la voyant en vidéo. Alors je n'ose pas imaginer ceux qui ont pu la voir en vrai. Et puis j'ai été pris d'un petit coup de nostalgie et je suis revenu depuis à mon premier coup de cœur. Entre le fait d'avoir joué à certains jeux vidéo, d'avoir fait du RC Rally, d'avoir aussi des amis qui possèdent des Subaru, c'était évident pour moi d'avoir un regain d'intérêt pour cette marque. D'abord avec ma Subaru Impreza S5 WRC en 1/10, puis plus tard en ayant l'opportunité d'essayer les voitures des copains. Que je ne remercierai jamais assez d'ailleurs, surtout depuis que je rêve de pouvoir conduire une Subaru depuis 1997. Peut-être qu'un jour j'en posséderai une, qui sait. Et voilà chers amis, la boucle est bouclée. C'était mon histoire avec le monde automobile. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous donne rendez-vous pour une autre histoire. Une histoire à 4 roues.